Bonjour, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Donc, bonjour et merci à ceux qui se sont déplacés euh, aussitôt un samedi matin, malgré les coups de pluie. Je vous rappelle que cette journée est en hommage et dédiée à Yves Bonnefoy et Jean Starobinski, deux parmi les plus proches amis de Gaëtan Picon. Euh, Nous allons examiner ce matin, cette journée, peut-être l'une des facettes les plus originales de la pensée de Gaëtan Picon sur l'art, qui fait l'objet donc de ce colloque. Il s'agit de son œuvre éditoriale, et on peut ici user du terme d'œuvre, tant on est au cœur de ce qu'il a pensé et exprimé, cette fois-ci non pas seulement par des livres et par des articles, mais à travers une collection d'ouvrages, 27 exactement, qu'il a commandés, dirigés et parfois aussi écrits, puisqu'il a participé en tant qu'auteur aussi à cette entreprise, dans ce qui constitue sans doute l'une des plus belles collections éditoriales du XXe siècle, et Dieu sait s'il y en a eu d'autres. Cette collection, donc les créations, euh, constitue d'une certaine façon l'œuvre du dernier Gaëtan Picon, réalisé en l'espace seulement de 7 ans, entre 1969 et 1976, l'année de sa mort, le 25e de la collection, les carnets catalans de Miro sont imprimés 6 jours seulement avant sa mort. Les deux derniers, qui étaient déjà prêts, paraissent après sa mort. Et on peut dire que ils sont tous le produit de tout ce qu'il a pensé, médité, rêvé sur l'art, une pensée en pratique, en acte, et aussi en collaboration. Ce qui, pour ce grand solitaire condamné à toujours travailler avec les autres, y compris dans ses fonctions politiques, pour ce grand solitaire, c'était une chose assez étonnante de voir à quel point il a aussi pratiqué l'œuvre en collaboration. C'est le lieu et le moment où le critique littéraire qu'il est initialement s'ouvre sur une interrogation beaucoup plus large sur ce qu'il appelle la création, qui figure dans le titre même de la collection, sur la relation entre écrire, peindre, dessiner, penser, entre texte et image. Il fait écrire des peintres, et parfois même, il s'agit parfois d'un véritable accouchement. Masson, Picasso, Miro, Dubuffet, Bacon. Il demande à des écrivains de s'exprimer non seulement en mots, mais aussi en images. Il transforme aussi des critiques en véritables auteurs, Barthes notamment, Starobinski, dont on reparlera tout à l'heure, et aussi Gaëtan Picon. C'est cette fabuleuse collection qui est hantée peut-être par un grand absent de la réflexion sur la création. Et hier, on en a compris aussi la cause, qui est André Malraux, qui fait l'objet donc de cette matinée. Je vais donner la parole tout d'abord à une personne absolument habilitée à le faire, puisqu'elle a consacré sa thèse à cette collection, Alice Cher, donc une thèse soutenue sous la direction de Dominique Carla. Elle a consacré également plusieurs articles à la collection. Nous nous étions croisés à l'IMEC lors de ses recherches dans les archives. Elle va nous parler donc d'une collection d'iconophiles, une perversion qui touche particulièrement les milieux de l'édition.
Monsieur Dichy, merci Martine. Pardon, j'y touche plus. Merci d'abord Martine Picon pour son invitation, pour sa générosité depuis le tout début de mes recherches. Merci aussi à Myriam Bleudet pour l'organisation, la participation à l'organisation de ce colloque. Pour les sentiers de la création, Albert Schira, éditeur d'art réputé pour la qualité et la justesse chromatique de ses illustrations, voulait que le livre laissât la part belle au texte, ce petit gris habituellement soumis à l'image dans ses collections d'histoire de l'art. Mais qu'on ne s'y trompe pas, demander à des écrivains, artistes, critiques, philosophes ou encore musiciens de représenter leur cheminement créateur en associant les mots et les images, en exigeant d'eux une liste d'illustrations pour leur volume à remettre en même temps que le manuscrit, c'était sonder la part occupée par l'image dans la création artistique et littéraire de leur temps. Aussi, cette collection qui laisse entrevoir les œuvres visuelles qui ont pu accompagner ou parfois même susciter le geste créateur, s'apparente-t-elle bien à une collection d'iconophiles pour iconophiles. Le lecteur et amateur d'art peut espérer y contempler des musées imaginaires, on a parlé un petit peu de la chose hier, voire, même si la notion de Warburg était bien moins connue parmi eux que celle de Malraux, l'Atlas Mnemosyne, composé par certains des écrivains et artistes les plus réputés du XXe siècle, et du tournant des années 70 en particulier. En quoi leurs ouvrages et leur parcours créateur témoignent-ils d'un désir d'image ? Le projet éditorial d'Albert Schira, co-dirigé par Gaëtan Picon et dirigé complètement à partir de 1973, présuppose l'iconophilie des auteurs et des artistes. Le but de cette communication sera d'interroger cette iconophilie. L'iconographie ici n'est pas un prétexte que l'on doit à la commande éditoriale, elle n'est pas que décorative, elle témoigne au contraire d'un dialogue constant avec des œuvres antérieures, personnelles ou non, et plus généralement avec le visuel et les moyens qu'il offre pour représenter la singularité d'un geste créateur. En somme, il s'agira de voir en quoi la représentation de la création dresse aussi dans cette collection un panorama de différents degrés d'iconophilie et à travers elle de différentes pensées de l'art. Les auteurs des sentiers, alors pour le premier point, les auteurs des sentiers se sont saisis de la liberté qui leur a été offerte d'accompagner leurs textes d'images de leur choix et de nombreux volumes manifestent ainsi un plaisir de la citation picturale, au point qu'on pourrait parler, à l'échelle de la collection, d'une euphorie de la citation picturale. À observer la variété de ce qui se trouve reproduit dans les livres, de ce qui fait image dans la collection, se dégagent, me semble-t-il, plusieurs types d'iconophilie. Mais avant de développer, une précaution d'ordre terminologique s'impose. L'iconophile est, par définition, l'amateur d'images, de tableaux, d'estampes, de représentations picturales. Or, à la différence de leur reproduction photographique servant à l'illustration, les œuvres que l'on trouve dans les sentiers ne sont pas toujours réalisées sur des surfaces planes. On trouve des sculptures, des œuvres composites et même, nous y reviendrons, des objets qui ne sont pas des œuvres d'art. On pourrait, certes, chercher à distinguer les œuvres que les auteurs ont découvertes en vrai de celles qu'ils connaissent par leur reproduction, mais cette tâche est impossible. On pourrait plus généralement distinguer l'œuvre ou la chose de sa reproduction, ce qui nous conduirait à réfléchir aux implications malrussiennes ou benjaminiennes de cette réduction de la chose à l'image plane. Mais cela nous éloignerait de notre sujet, et surtout, je crois qu'au tournant des années 70, il en a d'ailleurs été question hier lors de la table ronde, au moment où ces auteurs écrivent, qui plus est pour un éditeur passé maître dans l'art de la reproduction, de la démocratisation et de la diffusion des œuvres, le parti d'un élargissement sémantique du mot image est déjà pris. Alors, consciente de cette entorse à l'étymologie du terme, j'emploierai la notion d'iconophilie pour désigner le goût de l'œuvre d'art et plus généralement le goût de la représentation, que cette dernière soit l'œuvre d'art elle-même ou sa reproduction. Et afin de préciser cela, je m'arrêterai d'abord sur deux types d'iconophilie qui se manifestent dans les sentiers de la création. Un premier type d'iconophilie, au plus proche de la définition commune du terme, s'inscrit dans un processus créateur qui est en dialogue constant avec le patrimoine de l'art occidental. Ces auteurs sont presque tous des amateurs d'art et leurs livres mentionnent des visites dans des musées, retracent des voyages au contact des œuvres. C'est évidemment le cas des Mots dans la peinture de Michel Butor, qui s'ouvre sur une visite au Louvre,
de l'arrière-pays d'Yves Bonnefoy, dans lequel l'auteur raconte ses errances réelles ou rêvées auprès des tableaux, fresques et sculptures de la Renaissance italienne, d'Admirables tremblements du temps de Gaëtan Picon ou encore de La mémoire du monde d'André Masson. Mais au-delà de l'évidence de la fréquentation des musées par ces auteurs, c'est l'intimité que ces derniers entretiennent avec les œuvres qu'ils ont contemplées qui est célébrée dans les sentiers de la création. La conception même de la maquette, qui place souvent l'œuvre à proximité de sa description, et la reproduction en détail de certaines de ces œuvres esquisse au fil des pages le cheminement du regard des auteurs. L'auto-illustration leur permet de rendre visible le plaisir qu'ils ont à contempler les œuvres, à scruter les images. Les exemples seraient très nombreux et je n'en évoquerai que quelques-uns, tirés des livres de Gaëtan Picon et d'Yves Bonnefoy, tous deux à l'honneur aujourd'hui. Dans Admirable tremblement du temps, Gaëtan Picon se montre souvent sensible au regard troublé qui figure sur les toiles. Se dessine alors une intimité entre la mélancolie ou l'amertume figurée sur la toile et celle éprouvée par l'écrivain observateur. Dans les premières pages de l'ouvrage, l'auteur s'arrête sur l'expression amère de Poussin, visible dans l'un de ses autoportraits. Pour lui, pour Picon, le regard de Poussin reflète la préoccupation de la mort, et c'est peut-être à cette dernière, autant qu'à lui-même, que le peintre adresse cette moue grimaçante. Ensuite, les regards flous, estompés ou perdus abondent, reproduits en détail. C'est, je cite, la précarité de celui qui regarde et de celle qui est regardée qui touche particulièrement Gaëtan Picon. La reproduction monochrome et en double page d'un détail du bar aux Folies Bergères de Manet le souligne. Cette fois, l'auteur a choisi de ne montrer de la serveuse placée au centre du tableau de Manet que l'un des deux yeux perdus dans le vague. En tronquant le visage de la jeune femme et en le reléguant sur une extrémité de la reproduction, Picon rend plus manifeste encore l'écart qui sépare au milieu du tumulte la femme du vibrant foisonnement des spectateurs qui se reflètent dans le miroir. Au niveau du pli de la double page, en bas, on distingue une femme qui porte à ses yeux des jumelles d'opéra, mises en abîme de ce que fait l'auteur qui se rapproche par la détail du triste visage de la jeune fille. L'iconophilie de Picon s'attache ici aux éléments qui imposent, je cite, le sentiment d'une sorte de convocation testamentaire, au témoignage d'une fragilité ontologique qui font de l'image le lieu où, je cite encore, imperceptiblement s'entend le tic-tac de l'horloge de la mort. Dans l'arrière-pays, également, et de façon plus affirmée que dans l'ouvrage de Gaëtan Picon, l'iconophilie est le lieu d'une introspection. Se porter vers l'œuvre d'autrui, se laisser aller à la rêverie, au seuil des images, est un moyen de mieux se comprendre soi-même. C'est manifeste lorsque l'auteur évoque le sphinx des Naxiens, sculpture datée du VIe siècle avant notre ère qu'il a pu voir à Delphes. Sur la reproduction en monochrome, l'angle de prise de vue permet de bien cerner les différents reliefs du visage, légèrement érodés par le passage du temps. Le nez est cassé, les lèvres et le menton sont abîmés par endroits. Mais c'est la délimitation de la paupière du sphinx qui émerveille Bonnefoy. L'écrivain rêve alors que le sculpteur avait prévu les effets du temps sur son œuvre. Parce que la paupière s'est presque totalement effacée, les yeux grands ouverts, je cite, paraissent s'être refermés. Je vais lire un passage que j'ai un petit peu tronqué pour des questions de temps. On peut donc croire aussi que le sphinx a fermé les yeux, et comme il sourit encore, on peut même rêver qu'il rêve, le regard tourné maintenant vers une image intérieure. Que voit le sphinx ? L'usure, me disais-je, ajoute tant à l'œuvre avec si peu de moyens qu'on ne peut concevoir que le sculpteur ne l'ait pas prévu. Il savait que les statues finissent dans la poussière des chèvres, et il a tracé cette ligne mince au-dessus de l'orbite vide pour que le temps l'efface et que médite un berger. La rêverie est arcadienne. Au-delà du type de regard que le sculpteur a voulu symboliser à travers cette œuvre, s'arrêter ainsi sur ce que voit le sphinx, c'est s'abandonner à la gageure de vouloir comprendre les mystères du regard lui-même. Bonnefoy reconnaît qu'il projette sur cette sculpture ses propres spéculations, ainsi que le trajet même de son regard, hésitant toujours entre projection hors de soi et introspection, entre illusion et lucide désillusion. Ainsi, au moment où il s'apprête à rejoindre l'Italie, qu'il appelle terre d'images, alors qu'il scrute le regard du sphinx de Delphes et qu'il prétexte le désir de voir avec son sculpteur, c'est pourtant son propre regard qu'il sonde.
L'iconophilie de bonne foi, son besoin d'image, pour reprendre son expression, est l'arrière-pays où se déploient ces sentiers de la création. Mais si les images peuvent occasionner des égarements spéculatifs, comme c'est parfois le cas dans l'arrière-pays, il en parle ainsi, c'est aussi parce que dans l'esprit de l'observateur, ces images peuvent se superposer et agir à la manière de filtres qui affectent la réception d'images nouvelles. C'est, pour reprendre en la déplaçant, une expression de Gaëtan Picon, les yeux pleins de leurs images inoubliables que les auteurs abordent le visible. Dans l'écriture des pierres, Roger Caillois interroge l'obsession des images qui confinent parfois à l'iconomanie. Cette iconomanie est manifeste dans notre tentation à la pareidolie, c'est-à-dire dans le plaisir que nous pouvons éprouver à retrouver dans les images et les formes du monde des silhouettes familières qui ressemblent à s'y méprendre à ce qui appartient au monde de la création humaine. Les roches calcaires de Toscane donnent lieu à des illusions de tableaux particulièrement saisissantes, tant elles peuvent rappeler des portraits de la peinture cubiste. On a l'impression de contempler ici un visage vu à travers les yeux d'un peintre. C'est moins la ressemblance avec une silhouette humaine qui frappe que celle avec un type de représentation qui redéfinit la ressemblance non mimétique. C'est en amateur habitué que Caillois, amateur habitué des descriptions d'œuvres picturales, que tout en soulignant le caractère trompeur de sa démarche, décrit cette pierre conformément à la façon dont, depuis le XVIIIe siècle, les écrivains décrivent les tableaux. Il s'arrête sur la composition de l'image, selon ses plans et ses lignes, la silhouette qu'il distingue est appelée personnage, etc. Jusqu'à présent, je me suis concentrée sur l'iconophilie entendue comme plaisir de la contemplation esthétique, iconophilie réflexive, comme l'ont montré ces exemples. Mais l'écriture, la création elle-même dans les sentiers de la création, est iconophile. Elle se déploie dans l'intimité des œuvres du visuel, s'en inspire, s'y projette. Les ouvrages manifestent à quel point le verbal jalouse le pictural. Il s'agit là d'un héritage de la tradition du paragone, de la rivalité entre les arts. Le pictural est un médium qui permettrait de représenter le monde de façon plus immédiate et plus expressive que les mots, de se passer de ses détours. L'héritage du discours formaliste de Lessing, qui spécifie les différences fondamentales entre la poésie et les arts visuels, ainsi que la façon dont ils empiètent parfois l'un sur l'autre, est encore présent dans ces ouvrages, même si les auteurs cherchent à rompre les frontières entre les arts. Dans Obscurité du jour, Tardieu se présente avec humour comme un barbouilleur, qui mélange, je cite, les arts sur sa palette et qui veut, je cite encore, voler au peintre certains secrets qui puissent ranimer la vigueur expressive du langage verbal. Dans la mise en mots, Elsa Triolet rêve du roman imagé, de, je cite, la naissance simultanée du texte-image, à laquelle elle s'était déjà essayée dans Écoutez voir. Octavio Paz, lui, consacre dans Le singe grammairien plusieurs chapitres aux différences entre les moyens respectifs de l'écriture et de la peinture, interrogeant leur pouvoir et leurs limites, leur temporalité différente. Mais, comme je l'ai suggéré en introduction, l'iconophilie des auteurs de la collection s'ouvre aussi à des œuvres qui ne sont pas héritées des beaux-arts, ainsi qu'à des objets qui ne sont pas du tout des œuvres. Plusieurs enjeux en découlent et que je n'évoquerai que brièvement. D'abord, l'intérêt pour les arts dits extra-occidentaux est manifeste et témoigne aussi d'un intérêt d'époque pour l'ethnographie. Il constitue, avec la peinture occidentale du XXe siècle, la source principale des illustrations de la collection. L'iconophilie des auteurs fait alors entrer dans le catalogue d'illustration d'un éditeur d'histoire de l'art des objets qui n'y étaient pas ou peu représentés. Elle participe ainsi, cette iconophilie, d'une certaine patrimonialisation, en même temps qu'elle montre à quel point ces images et l'imaginaire qui leur est associé nourrit la création des auteurs au tournant des années 70. Ensuite, et de façon plus générale, le plaisir de la citation visuelle reflète tout ce qui peut environner l'écrivain, tout ce dont l'artiste est entouré ou s'entoure et qui peut infléchir le cheminement créateur. L'écriture de Claude Simon se nourrit au fil des scènes et des métaphores d'Orion aveugle, de Charlène de Rauschenberg et de paysages avec Orion aveugle de Poussin, mais rencontre aussi le couvercle d'une boîte de cigares et ou la photographie du fleuve Amazone. Ce goût pour la collection devient, chez Zalechinsky, un fétichisme visuel qui est porté à son paroxysme. On voit par exemple dans cette page de rapprochement, c'est ainsi qu'il appelle ces montages d'images, des roues de toutes origines.
une photographie de la conférence de la table ronde sur le Vietnam, une esquisse du Tintoret pour le paradis, les cyprès de Van Gogh, une carte du jeu de tarot représentant la roue de la fortune, etc. Ailleurs, on trouve des images d'un revolver à barillet ou encore d'un pain en forme de bicyclette. On le voit, les sentiers de la création est ce qu'on pourrait appeler une iconophilie en acte. Les ouvrages de la collection ne sont pas seulement des autoportraits qui donnent à lire et à voir les jalons d'une formation esthétique, ni des collections portatives. En mêlant ces deux médiums, le texte et l'image, il montre à quel point l'œuvre s'ouvre à ce qui est autre, à quel point la création se nourrit des œuvres passées et contemporaines qu'ils actualisent et recomposent. L'iconophilie des sentiers est une affirmation du fait que la création ne se fait jamais ex nihilo. Elle affirme que la création est toujours un processus hasardeux, voire, comme l'affirme Claude Simon, qu'elle n'a lieu que chemin faisant. En cela, le projet éditorial d'Albert Schira, que Gaëtan Picon a rejoint au moment de la parution des 5 premiers volumes, rencontre parfaitement la conception piconienne de la création, selon laquelle l'œuvre d'art doit être considérée dans son historicité. L'œuvre n'est pas autotélique, autocentrée, autogénérée. Picon, on l'a dit hier, émettait souvent des réserves à l'égard du structuralisme. L'œuvre s'inscrit dans un héritage qu'elle renouvelle et transforme chaque fois. L'iconographie, à elle seule, parce qu'elle engage dans ses ouvrages un dialogue entre le verbal et le pictural, ouvre le texte sur d'autres sentiers créateurs. Picon le soulignait dans un article paru en 1940 et intitulé « La liberté de l'artiste ». Il en a été question jeudi soir rapidement. Aucune œuvre n'est un commencement absolu. L'originalité artistique est moins de l'ordre d'une création, peut-être que d'une transformation. Dans L'écrivain et son ombre, paru en 1953, il approfondit cette relation entre création et transformation et définit la première par la seconde. L'œuvre d'art, explique-t-il, est issue des œuvres et des inventions qui l'ont précédée et contient en elle celles qui suivront. Je cite, « Aucune œuvre n'enferme l'art en elle-même, toute œuvre témoigne de la fécondité qui la précède et de celle qui lui succédera. » Les exemples d'iconophilie évoqués confirment ainsi l'intuition critique de Gaëtan Picon, ainsi que sa sensibilité qui le porte de plus en plus au fil des années vers les arts, même s'il s'y intéressait dès le début, on l'a bien montré hier. Malgré tout, il faut quand même nuancer cette évidence de l'iconophilie. Le panorama serait tronqué et fortement discutable si je n'évoquais pas pour finir les pratiques iconoclastes et les conceptions iconophobes de la création qui ne sont pas absentes de la collection. On distingue plusieurs types et plusieurs degrés d'iconoclasme. Les approches de Jacques Prévert, de Jean Dubuffet et de Jean-Marie Gustave Leclésio ont des implications fort différentes. Dans Imaginaire de Jacques Prévert, l'iconoclasme correspond à une conception irrévérencieuse de la création qui n'est pas incompatible avec l'iconophilie, au contraire. Le titre du livre le souligne déjà. Pourtant, l'écrivain et auteur de nombreux collages inédits reproduits dans le volume se plaît à désordonner ces images. Dès le texte introducteur, placé sur le rabat intérieur gauche du livre, Prévert se présente avec beaucoup de dérision en briseur d'images, pourfendeur de la conception de l'artiste enfant sage qui obéit servilement à la tradition de la représentation mimétique. Je cite un passage, « Cette image que je regarde, j'en fais ce que je veux, ça me regarde. » Il déchire la page avec soin, la déchire, lance les morceaux en l'air et attend que ça retombe en désordre. Et il ordonne ce désordre à sa guise et bientôt découvre une autre image qui représente un enfant turbulent comme il l'est lui-même, souvent secrètement, et qui transforme en souriant le langage des images comme il réforme et reforme les images du langage qu'on lui apprend habituellement quand elles lui semblent être, et c'est souvent, les messages du mensonge. La pratique du collage est une nouvelle affirmation présentée comme capricieuse et libératrice de la création, comme destruction et entreprise de transformation. Par ailleurs, dans ce volume, l'auteur joue avec la tradition de l'iconoclasme religieux en découpant et en détournant des images de piété et des scènes tirées de l'iconographie religieuse. On le voit dès le frontispice que j'affiche ici. L'idée même de création divine et l'image de l'artiste démiurge, grand ordonnateur du monde, sont sans cesse tournées en dérision, voire contredites par la pratique même du collage. La présence d'un ouvrage tel que la botanique au catalogue de la collection est en soi un geste iconoclaste. Son volume, pour les sentiers écrit en jargon, détourne le principe du livre illustré, très éloigné de ses préoccupations. Avant ce projet, l'auteur s'était déjà montré très réticent à l'idée qu'une rétrospective de son œuvre parue chez Schira
dont les collections de prestige véhiculaient une conception mercantile de l'art et de la création. La matérialité du livre de Dubuffet, le choix d'un papier canson, plus brut, le travail sur le fac-similé réalisé à partir de la maquette originale de l'auteur sont une sorte de pied de nez aux soins iconophiles et bibliophiles que Skira apportait à ses collections. Elle témoigne de l'attention de Picon à toutes les nuances de la création contemporaine, puisque c'est par lui que Dubuffet est entré dans les sentiers. Enfin, l'iconoclasme de Leclésio dans Haï est autrement plus véhément, puisqu'il s'agit de se passer tout à fait des images de l'art occidental. L'écrivain exprime à de nombreuses reprises sa haine de la peinture et de l'œuvre occidentale. Puisqu'il était impossible que son ouvrage ne contienne aucune illustration, l'auteur a choisi des images périssables, les plus éloignées possibles de ce que l'on pouvait trouver dans les musées occidentaux. La conception de la création défendue par Leclésio est proprement iconophobe. Haine de la peinture, je cite. Ils, donc les tableaux, ne servent qu'à entretenir l'abominable illusion de l'inégalité créative des hommes. Ils répètent avec acharnement, avec haine, ce mot odieux et ridicule, le génie. Pourquoi cette iconophobie? Que refuse Leclésio dans les tableaux de l'art occidental? Il en a été un peu question dans son intervention jeudi soir. Son iconoclasme engage une conception de la création proche de celle des Indiens en Béra, chez lesquels il a vécu, et qui s'inscrit en réalité contre une tradition picturale fondée depuis Aristote et la relecture de ses principes sur la mimésis. Dans son ouvrage, l'auteur refuse en effet l'image illusionniste, qui viserait une représentation réaliste ou imaginaire du monde. Au contraire, l'œuvre doit être immédiatement efficace. Et son efficacité dépendrait de sa capacité non à représenter, mais à modifier, à infléchir, à modifier les choses. Comme le suggère l'extrait que j'ai cité, Leclésio refuse un art qui présuppose une supériorité de l'artiste, considéré comme un génie, comme un individu à part. L'art n'est ni une affaire du spécialiste, ni une affaire de génie. Il est au contraire collectif pour Leclésio. Surtout, ce que refuse l'auteur de Haï, c'est une conception de la création qui conduirait à substituer le regard esthétique à l'action. Si l'artiste est moins acteur qu'observateur, si l'accomplissement du geste créateur n'est pas la manifestation d'un éternel retour, pour reprendre l'expression de Mircea Eliade, s'il n'est pas nécessaire à sa participation au monde, alors l'image devient un écran qui instaure des frontières opaques entre les êtres. Pour cela, plusieurs illustrations montrent des gestes rituels, comme dans cette photographie prise par Marina Leclésio, sur laquelle donc, on voit bien ici qu'on est loin de l'iconophilie des auteurs évoqués précédemment. La pensée leclésienne de l'art hérite plutôt d'une conception magique de la création. Son ambition n'est pas esthétique. Loin de tout formalisme, l'image ne doit pas être pour l'artiste, ne doit être ni pour l'artiste ni pour le spectateur, qui est d'ailleurs une distinction infondée ici, une recherche du beau. Au fond, si cette pensée de l'art est iconophobe, c'est parce qu'elle refuse de sacrifier la présence à la représentation. Les sentiers de la création témoignent d'un désir de contempler, d'approcher, de manipuler les images. Ils mettent en évidence l'imprégnation mémorielle de ces images, mais aussi ce à quoi s'ouvre le texte après coup, puisque le choix des images n'est pas toujours synchronique. Ces degrés d'iconophilie dont j'ai parlé expriment aussi différentes pensées de l'art et de la création, différents d'héritage. Parmi ceux que j'ai évoqués aujourd'hui, certains héritent d'une conception magique et iconophobe de la création, certains dialoguent avec les interrogations héritées du régime représentatif des arts, pour reprendre la notion de Jacques Rancière. Surtout, la collection célèbre dans une iconophilie en travail, par le travail éditorial, le lien entre le voir et le faire. Je vous remercie.